Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs qui nous rejoignent. Vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir. L'euro était sauvé. C'est en tous les cas ce que l'on pouvait entendre sur les principaux médias au début de cette année. Et bien sûr, le sauveur était connu. Il était reconnu. C'était monsieur Mario Draghi en personne à la tête de la Banque Centrale Européenne. L'euro avait donc cessé de faire les grands titres. Pourtant, le feu couvait sous la cendre. On l'a vu, avec en particulier, et pas seulement, la publication du livre de Joseph Stiglitz, ancien prix Nobel d'économie. L'euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe. Ce livre, qui a d'abord été publié en anglais, puis qui a été traduit en français et publié au Lien qui libère au début du mois de septembre, a provoqué une recrudescence du débat. Depuis, d'autres livres sont parus et il faut signaler que sur la question de l'euro, eh bien, il y avait une longue antériorité, justement, de livres en français. Nous avons eu aussi le Brexit, un événement décisif qui n'est pas sans rapport avec l'euro. De plus, on connaît depuis des mois la crise de la Deutsche Bank, qui est l'un des symptômes de la crise financière rampante que l'on observe aujourd'hui au sein de la zone euro. De plus, cette crise est particulièrement intéressante car elle met en lumière les contradictions de ce que l'on appelle le modèle allemand. Et si on regarde bien, ce modèle allemand, c'est aussi ce qui explique que l'Allemagne ait été le pays européen parmi les plus touchés par la crise financière de 2007-2009, et en tous les cas bien plus touchés que la France. D'ailleurs, comment comprendre qu'une crise issue des États-Unis ait pu avoir de telles conséquences sur la zone euro? On nous avait pourtant vendu l'euro comme devant protéger l'Europe des crises financières. On constate qu'il n'en a pas du tout été le cas. Un document, publié cet été par le Fonds monétaire international, montre l'ampleur des déséquilibres au sein des pays de la zone euro. Or, ces déséquilibres, on ne peut pas les résoudre justement en raison de l'euro. Et c'est d'ailleurs la raison de la politique d'austérité, qui n'est pas d'ailleurs ce qu'on appelle une politique ultralibéral, et il faut le dire tout de suite, le qualificatif d'ultralibéral qui est appliqué à cette politique est très largement abusif, politique qui est dans le projet de M. François Fillon, l'un des deux représentants de la droite parlementaire, et qui sera peut-être choisi dimanche prochain aux élections de la primaire. Ce projet, il faut le dire, est entièrement cohérent avec la zone euro. Mais justement, est-ce un projet souhaitable pour la France? Alors pour discuter de tout cela, je reçois aujourd'hui deux de mes très estimés collègues. Gérard Lafay, tout d'abord, professeur émérite à l'Université de Paris 2. Bonjour Gérard. Bonjour. Et Jean-Jacques Rosa, professeur émérite à Sciences Po, mon ancienne alma mater, il faut le dire, et qui est venu nous rejoindre. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Donc, je me tourne d'abord vers Gérard Lafay, et je vais vous poser directement cette question. Est-ce que l'on peut dire que le programme de François Fillon, qui, évidemment, propose aux Français une purge redoutable avec l'allongement de l'âge de la retraite, avec l'allongement de la durée du travail, avec une hausse de la TVA, bref, il y a toute une série de mesures. Est-ce que ce programme est nécessaire si on veut que la France reste dans l'euro? Ma réponse est claire. Ce programme a une certaine logique, mais il ne pourrait fonctionner que si précisément la France sortait de la zone euro. Parce que dans ce forum de François Fillon, on prévoit effectivement beaucoup de mesures restrictives qui, en elles-mêmes d'ailleurs, peuvent se concevoir comme une certaine logique, mais elles supposent que la croissance économique de la France puisse repartir. Or, la croissance de la France n'a aucun sens de repartir, et je dirais même à l'inverse que ce forum va avoir un effet négatif sur la croissance. Parce que d'ailleurs, il y a deux théories économiques qui jouent, d'ailleurs, qui sont, à mon avis, toutes les deux valables. Il y a la théorie de l'offre et la théorie de la demande. Alors, lui, s'inspire de la théorie de l'offre. Mais la théorie de l'offre suppose que les prix soient compétitifs. Non seulement faut qu'on puisse
avoir un commerce extérieur équilibré ou déficitaire, mais aussi pour que les entreprises investissent. L'investissement productif est fonction des coûts de production. Donc, il faut arriver à faire fonctionner ce programme. Il faudrait que les prix et les coûts en France soient compétitifs par rapport au reste de la zone euro, notamment à l'Allemagne, et par rapport au reste du monde. Or, les taux de change fixes impliqués par l'euro ont exactement l'effet inverse, puisqu'on a des prix et des coûts salariaux qui sont excessifs et qui ne peuvent que le rester. Donc, non, le programme ne peut pas marcher. Et deuxièmement, il va avoir un effet négatif par l'effet demande, parce que la demande, au contraire, va diminuer, ce qui ne peut que provoquer, en plus, une accentuation de la récession. Donc, il est tout à fait, non seulement il est inadapté, mais en plus, il va avoir un effet négatif si jamais il était en œuvre. Jean-Jacques. Je crois que ce programme néglige l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir un taux de change qui puisse s'adapter aux circonstances et qui ne constitue pas pour l'économie française un lourd handicap. Or, le taux de change qui est fixé à l'intérieur de l'euro, parce que l'essentiel de nos échanges se fait avec nos partenaires de la zone euro, l'essentiel de nos échanges extérieurs, ce taux de change est un lourd handicap. Par conséquent, les autres mesures du programme Fillon, qui sont souvent bonnes en elles-mêmes, ne pourront pas avoir d'effet réellement positif tant qu'on ne sera pas revenu à un taux de change compétitif, librement fixé et fluctuant sur un marché. Justement, si je reprends sur cette question du taux de change, le document qu'a publié le Fonds monétaire international, alors ce document a d'abord circulé en interne au Fonds monétaire international à la fin du mois de juin, puis il a été publié de manière restreinte au mois de juillet et il a été fin juillet largement diffusé. Bref, ce document montre qu'il y a dans la zone euro, d'une part, une sous-évaluation de l'Allemagne, de la monnaie potentielle de l'Allemagne, du quasi-Deutschmark qui peut exister, sous-évaluation qui est estimée à 15%, et il y a une surévaluation d'autres monnaies, par exemple le franc ou la lire italienne, de 6 à 15% suivant les monnaies. Ça veut donc dire qu'il y a un problème de distorsion de change extrêmement important au sein de la zone euro. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ce problème, il était inévitable et est-ce que une manière de tenter de résoudre ce problème, ce n'est pas justement de chercher à faire baisser le coût du travail massivement en France, mais avec, alors pour le coup, des conséquences très graves en termes sociaux et en termes de chômage. Jean-Jacques Ransard. Réponse oui à vos deux questions, votre honneur. Le taux de change, dès le départ, on a vu qu'il n'allait pas évoluer de façon conforme aux disparités de coûts entre l'Allemagne et la France, par exemple. Donc on savait très bien que ce qui est à l'intérieur de l'euro implique une sorte de surévaluation pour une monnaie française et une sous-évaluation pour le Deutschmark. Donc ça, on le savait, on l'a observé, c'est inévitable parce que les coûts n'ont pas de raison d'évoluer en parallèle dans deux pays structurellement différents. Et oui, à la deuxième analyse, parce qu'à partir du moment où on fixe le taux de change, la seule façon de rétablir la compétitivité, c'est que les coûts croissent moins vite dans notre pays que dans les pays partenaires. Donc ça veut dire police des salaires. Gérard Lafay. Oui, c'est ce qu'on appelle la dévaluation interne. C'est-à-dire, au lieu de jouer sur la monnaie, ce qui est quand même très pratique et très efficace, on joue sur les salaires, la dévaluation interne. Mais alors, cette politique, ça fait longtemps qu'on la connaît. Elle était déjà en œuvre avant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, c'était Pierre Laval qui avait préconisé et appliqué cette politique, et ça a eu évidemment des effets catastrophiques. Dans tous les cas, on l'a vu en France, donc avant la Seconde Guerre mondiale, et on le voit dans d'autres pays en Europe actuellement, dans la zone euro. On essaye d'appliquer cette politique à un pays comme la Grèce, par exemple. Ça ne fait évidemment qu'aggraver la situation, parce que, ce que je disais tout à l'heure, il y a un effet demande dont il faut tenir compte. Or, si on baisse évidemment les salaires, la demande diminue encore plus, la consommation encore plus, et l'investissement n'a aucune raison de repartir, donc ça ne fait qu'aggraver la récession. C'est tout à fait clair. Et cette dévaluation interne, c'est catastrophique, impliquée par le maintien de l'euro. Alors, justement, Gérard,
Tu fais référence à la politique qui a été menée dans les années 30. Alors cette politique, elle est connue des Français à cause de l'action de Pierre Laval à partir de 1934. Il faut aussi signaler que ça a été la politique qui a été menée en Allemagne de 1930 à 1932 par le chancelier Brüning, qui a été menée en Grande-Bretagne à peu de choses près à la même époque par le gouvernement de Ramsay MacDonald, un travailliste d'ailleurs, il faut le signaler. Il y a un point commun à tous ces pays à l'époque, c'est leur appartenance au bloc or. Est-ce qu'on ne peut pas penser que, en réalité, l'euro aujourd'hui fonctionne un petit peu comme fonctionnait le bloc or, c'est-à-dire un système qui empêche tout mouvement des taux de change qui pourrait justement rééquilibrer les déséquilibres qui existent. Gérard. Il est évident qu'il y a des déséquilibres entre les pays. Et ces déséquilibres sont liés notamment à l'évolution naturelle des salaires, des prix dans différents pays. Si on ne peut pas rétablir l'équilibre par le taux de change, qui est quand même la méthode la plus efficace, eh bien, on bloque les choses avec un système de parité fixe immuable. Alors là, non seulement les parités à l'intérieur de la zone euro sont immuables, mais on n'a plus qu'une seule monnaie. Donc, c'est exactement la politique de maintien, de fixité de taux de change, un seul monnaie unique, c'est une politique qui ne peut que mener au désastre. Jean-Jacques. En fait, dès avant le traité de Maastricht, nous avions en Europe adopté une politique d'étalon marque, le Deutsche Mark. Pourquoi ? Parce que le Deutsche Mark était la monnaie européenne la plus forte et nos dirigeants ont toujours eu une nostalgie d'une monnaie très forte dont ils pensent à tort que ça signifie la santé de l'économie. Et donc nous avons adopté ce système d'étalon marque rigide, et j'aimerais souligner que c'est une politique étatiste, réglementaire, interventionniste, et qui est à l'opposé de ce que serait une politique libérale. C'est-à-dire une politique qui laisserait jouer un rôle au marché des changes. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un point extrêmement intéressant. Si on reprend justement la question du projet économique qui a été présenté par François Fillon, qui d'ailleurs a l'avantage d'être un projet qui est pensé, qui va relativement dans le détail. Donc, il faut reconnaître que François Fillon et que son équipe de campagne a fait un vrai travail là-dessus. En fait, tous les opposants disent « oui, c'est un projet ultralibéral ». Mais effectivement, c'est pas un projet ultralibéral. Il y a des voix qui ont dit « non, le projet n'est pas libéral, il est patronal ». Est-ce que vous partageriez ce point de vue ? Absolument. J'avais écrit dans un article de la revue Commentaire que nous vivions dans un système de patronalisme, c'est-à-dire surestimation du rôle et de l'importance des patrons, et tout est fait pour les avantages des profits des patrons, et non pas pour la concurrence dans l'économie. Ce n'est pas une doctrine libérale, c'est une doctrine patronale. Gérard Lafay. Oui, c'est tout à fait exact. Je dirais non seulement des patrons, mais surtout de la finance. Parce que c'est la finance, en réalité, qui gagne beaucoup, qui gagne des sommes énormément exorbitantes, alors que les patrons, notamment les patrons des PME, eux, sont dans la même situation. Ils sont confrontés à la concurrence internationale, et effectivement, ils sont dans une position tout à fait différente. Donc c'est le patronat financier. C'est la prédominance de la finance sur l'économie réelle. Alors, oui. J'aimerais juste ajouter que pour une entreprise, il y a deux façons de gagner des profits. Par la concurrence, par l'excellence de sa gestion, par la qualité de ses produits. Mais il y en a une autre, qui est celle d'obtenir des rentes qui sont garanties par l'État. Et donc le projet patronaliste est un projet de ce type. Nous vivons dans une société mercantiliste. Oui, donc ça veut dire qu'en réalité, et c'est un point extrêmement important, que l'on est dans un système où l'on va donner des rentes aux entreprises, au lieu de créer un environnement compétitif qui permette aux entreprises de se développer, soit par leur bonne gestion, soit par l'innovation. Et donc, d'une certaine manière, nous allons avoir le pire des deux mondes, c'est-à-dire que nous aurons d'un système relativement étatiste, nous aurons une contrainte très forte sur les salaires, mais du système libéral, nous n'aurons pas justement cette question de l'innovation, mais nous aurons
au contraire le renforcement de contraintes sur les individus. Alors, le point qui devient très intéressant, c'est comment en est-on arrivé là ? Comment une économie, et des économistes, très souvent, qui se disent plus ou moins libéraux, comment ont-ils pu concevoir, justement, cette espèce de piège de l'euro ? Gérard. Je crois que le projet n'a pas été conçu du point de vue économique et du point de vue politique. C'est-à-dire que la construction de la monnaie unique, dans l'esprit de ses promoteurs, les européistes, c'était le point de départ pour arriver à un État fédéral européen, je dirais même pas fédéral, un État unitaire européen. C'est l'unification politique contre la vie des peuples. Les populations n'étant pas disposées à avancer dans ce sens-là, eh bien, on essaye petit à petit de les contraindre. C'était déjà d'ailleurs le projet de Jean Monnet. De Jean Monnet, on construit l'Europe non pas à partir de la volonté des peuples européens, mais en les contraignant petit à petit par des raisons économiques. On a commencé par le marché unique, et le marché commun au départ, fait ensuite le marché unique. Le marché unique qui introduisait un certain nombre de règles au point de vue du fonctionnement de l'Europe, des règles contraignantes du point de vue des normes. C'est-à-dire que l'Europe, au lieu d'être un espace de liberté, c'est au contraire un espace où on multiplie les règles contraignantes et directives. Donc la bureaucratie bruxelloise, en réalité, c'est elle qui dirige l'Europe, alors que les peuples n'ont pas leur avis. Et ensuite, en face à la monnaie, et la monnaie unique, l'euro, ça a été conçu dans ce sens-là. Alors, ceux qui ont préconisé ce système-là savaient que ça n'avait pas marché. Mais alors, leur hypothèse, c'était, eh bien, si ça ne marche pas, ça ne fait rien, on va avoir des mécanismes de transfert budgétaire entre les pays européens. De même qu'on a des mécanismes de transfert budgétaire qui se font entre les régions d'un même pays. Alors, cette idée, c'était d'essayer d'avancer petit à petit vers un État unitaire européen. Le problème, c'est que les peuples n'en veulent pas et que les Allemands, qui en l'occurrence sont quand même les plus riches en Europe, eh bien, les Allemands ont déjà eu beaucoup de mal, en fait, à faire ces transferts budgétaires pour mettre à niveau les pays d'Allemagne de l'Est, les régions d'Allemagne de l'Est. D'ailleurs, ils ne sont pas encore tout arrivés à les mettre à niveau. Mais ils ont consenti beaucoup d'efforts en matière budgétaire. Donc les Allemands n'ont aucune raison d'accepter ceci. On l'a bien vu dans le cas de la Grèce, par exemple, un refus total de financer le développement de l'économie grecque. Donc les transferts budgétaires, c'était l'objectif d'arriver à un État unitaire européen qui aurait un budget de 15-20% du produit intérieur brut, alors que le budget de l'Union européenne représente à peine 1%. Donc c'était ce projet qui était fait en politique. Il y avait une logique économique qui petit à petit allait vers l'unification européenne, et ce projet maintenant a échoué de façon tout à fait claire. Jean-Jacques Rosat, je me tourne maintenant vers vous. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que, dans la situation actuelle, on voit monter au sein de l'Union européenne, au sein de l'UEM, c'est-à-dire de l'Union économique et monétaire, ce qu'on appelle la zone euro, qu'on voit monter des conflits politiques de plus en plus brutaux qui, à la fin des fins, menacent le principe même de la coopération internationale au niveau européen? Oui, clairement, dans la mesure où on maintient l'euro, donc parité fixe, une règle administrative qui ne correspond pas aux réalités économiques, comme nous l'avons dit précédemment, ça implique que l'ajustement se fasse par une compression des salaires. Donc les tensions sociales vont augmenter, alors qu'elles ont d'autres raisons déjà d'augmenter, sur lesquelles nous n'étendrons pas. Je voudrais cependant préciser que jamais le projet de construction européenne ou le projet de création d'une monnaie unique, ça n'a jamais été un projet libéral, ça a toujours été un projet étatiste, comme vient de le dire Gérard Lafay. L'ambition était de construire un État européen, un État continental. Je n'appelle pas ça un projet libéral. Et je verrai quant à moi 3 grandes raisons de cette construction européenne artificielle. La première, c'était la guerre froide. Donc il s'agissait de lutter contre l'URSS, et les États-Unis préféraient avoir un allié unique, plus facilement gérable que plusieurs nations. La deuxième, c'était l'ouverture de l'économie mondiale.
car l'ouverture de l'économie mondiale a eu deux conséquences majeures. La première, c'est que par la concurrence, elle lamine les profits et les rentes des entreprises. Et la deuxième, c'est que par l'ouverture, elle met en cause la capacité des États à lever des impôts. Donc, les patrons, comme les dirigeants de l'État, n'aimaient pas cette évolution. Et en construisant un État européen, cela permettait, dans un espace plus large, de reconstruire les cartels d'entreprises, y compris bancaires notamment, et en construisant un État de dimension continentale, de construire une économie sur laquelle on pouvait plus aisément continuer à prélever des impôts et continuer à les alourdir, ce qui a été fait. Alors, c'est une idée qui est extrêmement intéressante et qui nous ramène à la situation actuelle en Europe. On sait que aujourd'hui, il y a dans plusieurs pays des grandes institutions bancaires qui sont en crise. On sait qu'il y a la crise de la Deutsche Bank en Allemagne. Il y a une crise en Italie à la fois sur Unicredit, qui est largement due à ce qu'on appelle les mauvaises créances de l'économie. Il y a aussi la crise du Monte de Piété de Sienne, le Monte dei Paschi di Siena, qui est d'ailleurs, il faut le rappeler, la plus vieille banque européenne. C'est une banque dont la charte de création date de la fin du XIIIe siècle. Bon, est-ce que ces différentes crises bancaires ne traduisent pas, en fait, à la fois une situation économique très dégradée du fait de l'euro, mais aussi l'impact de la politique de la Banque centrale européenne sur l'ensemble de l'environnement d'opération de ces banques. Juste un mot, ça traduit aussi un excès de capacité globale dans le secteur bancaire. Le rôle des banques est trop important en Europe par rapport au rôle des marchés financiers. Et donc, il faut contracter. Oui, mais on voit bien par exemple que c'est probablement vrai pour Deutsche Bank, pour Unicredit et pour le Monte dei Paschi di Siena, on voit que c'est surtout le problème des mauvaises dettes, c'est-à-dire qu'elles sont chargées. Mais les mauvaises dettes viennent du fait que la banque cherche désespérément des clients. Tout à fait, tout à fait. Gérard. Oui, c'est la situation économique qui rend effectivement cette crise financière. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que vous pensez que l'union bancaire, qui est une nouvelle étape que l'union économique et monétaire a choisi de faire par rapport à la zone euro, est-ce que vous pensez que, d'une certaine manière, ces crises bancaires, qui vont chacune être traitées par le gouvernement du pays, on sait très bien que c'est l'Allemagne qui va traiter la question de la crise de la Deutsche Bank, et Matteo Renzi a dit que ça serait l'Italie qui s'occuperait du problème du Monte dei Paschi di Siena et de Unicredit. Est-ce que ce n'est pas la fin de l'union bancaire dont on a beaucoup parlé il y a quelques années? Sans doute, effectivement. Hein? Oui. Jean-Jacques? Oui, je crois que l'union bancaire ne se fera pas. Les Allemands ne veulent pas d'une solidarité avec des appareils bancaires qui sont en mauvaise posture. Donc, je crois que le retournement est plus vaste même que cela, puisque nous avons eu le coup de semonce de la Grèce, qui a été résolu d'une manière assez scandaleuse. Passons. Il y a eu ensuite le Brexit. Il y aura peut-être demain l'Italexit. Nous sommes sur une tendance de décomposition. Tout à fait. Une question. Si demain, dans 6 mois, si l'Italie sort de la zone euro, pensez-vous qu'il y a une possibilité pour la France de rester dans la zone euro, ou pensez-vous que l'on sera obligé de sortir de la zone euro? Gérard? Non, si la Grèce était sortie de la zone euro, ça aurait pu être un cas particulier. Je pense que si un pays comme l'Italie sort de la zone euro, ça veut dire que la zone euro explose. Jean-Jacques? Oui, je crois que ça pose une question existentielle pour l'euro. Pour vous, il est clair, il est vrai qu'il faut ici rappeler que l'Italie est la 3e économie de la zone euro. La première étant l'Allemagne, la 2e la France. Il faut rappeler aussi que le PIB de l'Italie représente à peu de choses près 80% du PIB de la France. Nous sommes autour de 2000 milliards de PIB par an. L'Italie est autour de 1600 milliards de PIB. Donc, on est sur des masses qui sont assez proches. Et donc, ça veut dire que si on a une sortie de l'euro, ou si le problème de la sortie de l'euro se pose,
le gouvernement sera obligé de sortir de l'euro, ou en tout cas de prendre des mesures. Mais justement, on peut poser une question. Et si le gouvernement français disait au contraire, non, je veux rester à tout prix dans la zone euro, et voulait à tout prix appliquer une politique de super-austérité? Rapidement, est-ce que vous pensez que ce soit possible? Jean-Jacques Rosa. C'est possible, oui, on peut le concevoir. Ça entraînera des conséquences désastreuses. Gérard Lafay. Ça veut dire l'entrée dans la zone marque, en réalité, ce serait plus la zone euro. D'accord, tout à fait. Mais écoutez, messieurs, merci beaucoup. Je rappelle que je recevais Gérard Lafay, professeur émérite à Paris 2, Jean-Jacques Rosa, professeur émérite à Sciences Po. Et je remercie mes auditrices et mes auditeurs qui étaient à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir. Je repasse l'antenne à Radio Spoutnik. Merci beaucoup. Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.